Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François Pey, je suis président de l'association des cheminots-astronomes. Donc nous avons choisi ce soir d'organiser donc une conférence sur les ondes gravitationnelles en invitant Alexandre Letiec. Alors Alexandre Letiec est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Voilà, c'est un spécialiste donc, de tout ce qui est gravitation. Et donc nous le remercions d'être venu ce soir. Quelques mots pour introduire et vous expliquer le déroulement de la soirée. Donc il y aura 4 temps différents. Dans un premier temps, je passerai la parole à Michel Roche, qui est vice-président de notre association, qui parlera donc de la passion des astronomes amateurs pour l'observation du ciel. Puis après ça, nous aurons donc la conférence d'Alexandre Letiec. Il sera possible après de poser des questions et on aura donc une séance de questions-réponses. Et puis, dernier temps, qui se passera dans le hall où il pourra y avoir des échanges un petit peu plus directs. Avant de passer la parole à Michel, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée, et en particulier le Théâtre Traversière, l'UEICF, l'Observatoire de Paris, la Maison de l'Astronomie, la RGCF également, la Vie du Rail, et tous les membres de notre association qui ont contribué à son organisation. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et donc je vais passer la parole maintenant donc, à Michel. La montée est acrobatique. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Je vais changer ma présentation que j'ai faite les années précédentes sur notre association. Je vais vous parler de l'astronomie. Être un astronome amateur ou un passionné d'astronomie, c'est contempler un lever de soleil, c'est contempler un lever de lune dans la brume, c'est contempler la montée de la nuit le soir avec un liseré rose à l'horizon, c'est attendre les premières étoiles, c'est observer la Voie lactée, c'est voir passer la station ISS et la voir disparaître brutalement au milieu du ciel. C'est désirer connaître le nom des étoiles, de reconnaître les planètes, les constellations. C'est rêver d'observer la Lune, d'observer les planètes, d'observer les étoiles, les nébuleuses, les galaxies dans un télescope. C'est avoir la chance d'observer, peut-être pour la première fois, dans le télescope d'une association, ou même d'un observatoire, ça peut arriver. Mais c'est aussi acheter un télescope, ou le construire, comme nous l'avons fait nous-mêmes dans l'association. Et puis s'émerveiller la première fois qu'on met l'œil à l'oculaire, et qu'on va observer la Lune, et qu'on va voir des détails absolument incroyables, sur les cratères, sur des rainures, sur des dorsales, sur toutes sortes de reliefs très intéressants, ou de voir pour la première fois les anneaux de Saturne, ou de voir les satellites de Jupiter, et puis les voir se déplacer, je dirais quasiment devant l'heure. Mais c'est aussi, voir des étoiles, évidemment des nébuleuses, et puis quand on commence à avoir des plus gros télescopes, c'est être capable de voir des bras sur les galaxies spirales. Et là, ça commence à devenir assez impressionnant. C'est assister à des phénomènes rares, comme le passage de la Lune devant une planète. La Lune passe devant Jupiter, la Lune passe devant Saturne, de temps en temps. C'est assister à une éclipse de soleil. Quelquefois, il faut se déplacer loin. La prochaine, elle aura lieu en 2026 en Espagne. C'est voir des phénomènes extrêmement rares, comme un phénomène qui s'est passé cette semaine et qu'on ne pouvait pas voir en France, la disparition de l'étoile Betelgeuse, qui a été cachée par un astéroïde qui est passé devant. Donc on a une extinction temporaire rapide.
de l'étoile Bételgeuse de la constellation d'Orion. C'est aussi photographié, et évidemment, on a une grande montée en puissance de la photographie. C'est photographier le ciel avec un téléphone portable, tout simplement. Il y a un très bon logiciel qui permet de le faire, d'ailleurs. C'est photographier le ciel avec des appareils photo numériques qui sont de plus en plus performants, qui permettent d'avoir sur des photos des étoiles qui sont largement invisibles à l'œil nu. C'est photographier le ciel avec des caméras électroniques et des télescopes sophistiqués, automatisés, qui sont adaptés pour ce genre de photos, et obtenir des photos du ciel absolument magnifiques, dignes de photos qu'on obtient dans de très grands observatoires. Ça, c'est pour la beauté, mais c'est aussi pour collaborer avec les chercheurs, par exemple, pour travailler sur les astéroïdes, ou pour collaborer à la recherche, par exemple, sur les exoplanètes. C'est aussi patienter longtemps, des fois, pour attendre un événement. Pensez à la comète de Halley, qui revient tous les 75 ans. Si on veut la revoir, il faut largement patienter. Et aussi, c'est être déçu. Déçu de se déplacer, d'attendre un phénomène, et puis, pas de chance. Le ciel est clair. C'est découvrir le système solaire, apprendre, approfondir nos connaissances sur le système solaire, son histoire chaotique à l'origine, les caractéristiques des planètes, c'est comprendre leur géologie, on va toucher à d'autres sciences a priori que l'astronomie, vous voyez, la climatologie, c'est aborder la mécanique céleste, c'est comprendre comment on pèse les astres, comment on calcule leur orbite, c'est évidemment comprendre comment sont formés les météorites, par exemple. C'est aussi suivre en direct, par exemple, l'atterrissage d'une sonde sur Mars et attendre dans les minutes ou les heures qui suivent la première photo. C'est apprendre, comprendre la nature des étoiles, leur naissance dans des nuages moléculaires, leur vie, leur mort, souvent catastrophique, en supernova, et se transforme ensuite derrière en une étoile à neutrons, un trou noir, ou dans le meilleur des cas, ça se termine en une naine blanche associée à une nébuleuse planétaire que l'on voit tout ça, bien souvent, au télescope. C'est différencier les étoiles, des étoiles plus ou moins grosses, de diverses couleurs. Et la lumière, la science derrière, la physique, va apporter des précisions sur leur température, sur leur diamètre, sur leur distance, sur leur vitesse par rapport à nous. C'est aussi comprendre que les galaxies sont formées de milliards d'étoiles, les étoiles ce sont des soleils. C'est comprendre que ces galaxies s'assemblent en amas de galaxies, que ces amas de galaxies s'assemblent en superamas de galaxies, que ces amas et superamas sont reliés entre eux par des ponts de matière relativement diffus mais existants. C'est aborder la cosmologie, c'est parler du Big Bang, c'est parler de la matière noire, c'est parler de l'énergie sombre, c'est parler, on verra tout à l'heure, des ondes gravitationnelles. C'est s'intéresser donc au rôle primordial de la lumière dans la connaissance de la physique et de la chimie des astres, et c'est s'intéresser aux méthodes révolutionnaires qu'Alexandre Lethiec va aborder, donc les ondes gravitationnelles, qui sont des méthodes récentes et extrêmement puissantes. C'est c'est faire de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences est fondamentale pour bien comprendre les sciences. C'est comprendre et regarder, admirer, je dirais même, le travail de Galilée, par exemple, quand il a dessiné pour la première fois les satellites de Jupiter, qu'il a observé le soir en soir, qu'il les a vus bouger, et qu'il en a déduit qu'ils tournaient autour de Jupiter. C'est comprendre l'état d'esprit dans lequel Einstein a fait ses premières réflexions, pour finalement découvrir la relativité générale, par exemple. Ça partait d'un raisonnement relativement simple, seulement fallait-il l'avoir, ce raisonnement. C'est, par exemple, l'histoire des sciences, c'est découvrir comment on a mesuré la vitesse de la lumière. Comment on a progressivement élaboré des jalons pour mesurer les distances dans l'univers.
c'est aussi être astronome amateur ou passionné d'astronomie, c'est rencontrer des grandes personnes. Rencontrer Hubert Reeves, par exemple. C'était un grand monsieur, un grand réalisateur, un grand physicien. C'est rencontrer Alexandre Letiec, qui c'était l'an dernier. Rencontrer Yael Mazet dans cette salle. C'est visiter des observatoires, des laboratoires de pointe. Observer avec de gros télescopes. C'est partager nos connaissances entre astronomes amateurs, voire avec les professionnels, nos interrogations, nos difficultés de compréhension. C'est passer des moments conviviaux lors de nos observations au sein de l'association, devant un très beau ciel. C'est passer également des moments conviviaux en public. C'est le plaisir donc de vulgariser la science. C'est le plaisir de faire rêver les personnes qui nous écoutent et qui on montre la Lune, on montre les planètes, les nébuleuses. C'est, je dirais, un des moments les plus forts que j'ai pu vivre. C'est s'émerveiller et s'émouvoir devant des enfants qui ne quittent pas l'oculaire d'un télescope qui est 3 fois plus gros qu'eux et qui vont rester 5 minutes derrière l'oculaire en regardant la Lune. Eh bien ça, ce sont des moments inoubliables. Voilà. Nous avons un devoir de vulgarisation, nous avons un devoir de sensibilisation aux sciences, surtout dans le monde actuel. Les sciences, quand même, sont malheureusement, les gens doutent, c'est pas normal. Et je dirais que Alexandre va le faire ce soir en tant que professionnel, et quel professionnel. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la sortie de la salle. On aura le plaisir de discuter avec vous d'astronomie, de notre passion. Voilà, nous vous attendons. Et je vais repasser la parole à Jean-François et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Michel. Donc, Alexandre, nous allons passer votre conférence. Alors, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris et au CNRS. Vous faites partie du laboratoire Univers et Théorie, le LUT. Et vous pourrez peut-être nous préciser un petit peu plus vos fonctions et vos recherches dans ce laboratoire. Si je ne me trompe pas, vous avez eu la médaille de bronze du CNRS en 2019. Et vous êtes très spécialisé dans la gravitation, les ondes gravitationnelles, les détecteurs, et puis tous les objets et phénomènes que l'on peut voir à l'aide des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Voilà, donc je pense que vous avez aussi d'autres centres d'intérêt, sans doute très nombreux. Et donc, on vous écoute et je vous remercie à nouveau pour votre exposé. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vais effectivement vous parler d'ondes gravitationnelles. Donc je fais de la recherche en astrophysique sur les ondes gravitationnelles. Alors, parmi mes autres centres d'intérêt, j'y reviendrai peut-être un petit peu à la fin. Il y a un sujet qui est l'anthropocène, qui m'intéresse de plus en plus. Mais je vais me focaliser sur les ondes gravitationnelles ce soir. Apparemment, l'année dernière, vous avez une conférence d'une collègue qui vous a parlé des couleurs de l'univers. Moi, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est, métaphoriquement parlant, de la symphonie de l'univers. On va changer de sens. Okay. On pourrait dire que d'une certaine façon, pendant des centaines d'années, ou même des milliers d'années, toutes les connaissances qu'on a pu obtenir sur l'univers étaient le fruit d'observations qu'on a pu faire grâce à la lumière. Vraiment, tout ce qu'on sait de l'univers, depuis très récemment, c'est grâce à des observations de lumière visible, ou des ondes infrarouges, radio, micro-ondes, des rayons X, des rayons gamma, ce qu'on appelle en fait des ondes électromagnétiques. Et c'est que tout récemment, il y a en fait à peine 8 ans, que pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons été témoins d'un événement qui était en fait invisible, qui n'a pas émis d'ondes électromagnétiques. Alors vous allez me dire comment on fait pour être témoin d'un événement qui n'émet aucune lumière. Eh bien en fait, on a pu le détecter à travers un autre vecteur d'information, et ce vecteur d'information, ce sont les ondes gravitationnelles.
Il y a, plus précisément, c'était le 14 septembre 2015, pour la toute première fois, nous avons été témoins du champ de signes d'un couple de trous noirs. Ces deux trous noirs orbitaient l'un autour de l'autre, et ils se rapprochaient, ils perdaient de l'énergie qui partait avec les ondes gravitationnelles qu'ils étaient en train d'émettre, et ils ont fini par fusionner, un peu comme deux bulles de savon qui fusionnent pour faire une seule bulle de savon. Et ces ondes, donc elles ont voyagé, elles ont traversé l'univers, on a fini par les capter très longtemps après qu'elles aient été émises. Et ça, effectivement, c'était un événement absolument révolutionnaire en un sens pour l'astronomie, puisque c'était vraiment une nouvelle façon d'observer l'univers, et c'est le début d'un nouveau type d'astronomie qu'on appelle désormais l'astronomie gravitationnelle. Et donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est d'astronomie gravitationnelle. Je vais vous parler d'ondes gravitationnelles, et ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de parler d'espace, de temps et de gravitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les ondes gravitationnelles, on va le voir, c'est avant tout une prédiction d'une théorie physique, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc Albert Einstein, qui a formulé cette théorie il y a déjà un peu plus d'un siècle, a prédit l'existence d'ondes gravitationnelles, qui sont des ondes d'espace-temps. Donc on a besoin de parler d'espace, de temps et de gravitation dans un premier temps. Après, on va du coup pouvoir voir plus précisément ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Et une fois qu'on aura fait ça, dans un troisième temps, on va revenir sur cet événement que je viens de mentionner, la première détection d'une onde gravitationnelle, émise donc par un couple de trous noirs fusionnels. Si le temps me le permet, je vous parlerai d'un autre événement tout à fait intéressant, qui a eu lieu en 2017 cette fois-ci, qui était le spiralement de deux étoiles à neutrons, qui a été vu à la fois donc, à travers l'émission d'ondes gravitationnelles, ou entendu, si vous voulez, mais également vu, cette fois-ci d'un point de vue véritablement optique, à travers toute la lumière qui était émise suite à la fusion de ces deux étoiles à neutrons. Donc, si je n'ai pas le temps, je souhaiterais ça, parce que je souhaite terminer quand même en vous parlant de l'état de l'art, l'astronomie gravitationnelle. Qu'est-ce qu'on sait 8 ans après cette première détection, et quelle direction on est en train de prendre, et à quoi on peut s'attendre en termes de découvertes futures au cours des années et des décennies qui viennent. Donc voilà le plan pour ce soir. Alors commençons avec cette première partie, espace, temps, gravitation. Donc je l'ai dit, les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction de la théorie de la relativité générale, qui est une théorie qui nous parle de l'espace, du temps et de la gravitation, qui a été donc formulée par Einstein en 1915. Et dès 1916, en fait, à partir de sa nouvelle théorie, il a prédit l'existence de ces ondes gravitationnelles. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ? Si je vous dis espace-temps, peut-être ça vous fait un peu peur, et tout là c'est encore un truc super compliqué, abstrait, de physicien qui va nous raconter des trucs pas possibles. En fait c'est très simple l'espace-temps, vous allez voir. Considérons l'espace dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espace ? Communément se représente comme quelque chose qui aurait 3 dimensions, hein, puisque vous voyez, sur la scène je peux avancer, je peux reculer, donc c'est une dimension d'espace, je peux aller à gauche ou à droite, la deuxième dimension d'espace, puis si la gravité ne m'en empêchait pas, je pourrais monter, n'est-ce pas, pour descendre la 3e dimension d'espace. Alors comme je vais avoir besoin aussi de montrer le temps, je vais imaginer qu'il n'y a que 2 dimensions d'espace, comme ce plateau ici, d'accord, on enlève une dimension d'espace comme sur une table, on fait comme si l'espace avait que 2 dimensions. Donc, c'est ce que je vous ai représenté ici sur ce schéma en perspective. Et vous imaginez que vous avez l'espace, tout l'espace de l'univers, qu'on regarde, on prend une photo à un instant initial de t0. Et puis dans cet espace, j'ai 2 particules, et puis j'ai des petites flèches ici, vous voyez, qui indiquent la direction. Donc clairement, ces particules sont en train de se diriger l'une vers l'autre. Vous pouvez imaginer que c'est, je sais pas moi, 2 boules de pétanque, ou alors, je sais pas, Joe Biden, ici, et puis Donald Trump, là. Okay. Puis à un instant ultérieur, vos 2 particules, ou vos 2 personnages, donc voilà, ils se sont rapprochés sur cette scène de l'espace. Et puis encore un instant ultérieur, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir collision des 2 particules, force répulsive des idées, et du coup, hop, ça repart dans l'autre sens. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Oui. Super. Et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je vous ai représenté là ? Je vous ai représenté le mouvement de 2 particules de matière, ou 2 individus, si vous représentez les individus comme des particules, pour simplifier, dans l'espace au cours du temps. Et maintenant je vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est donc que l'espace-temps ?
bah, c'est jamais que, imaginez faire une infinité de photos, hein, pas juste 5 photos, mais vraiment vous considérez une infinité d'instants infiniment proches les uns des autres, et puis vous les superposez comme un tas de cartes, et vous allez vous retrouver avec un cube. Un cube qu'on appelle le bloc espace-temps. Et le mouvement de nos deux particules dans l'espace-temps, c'est quoi? C'est des lignes. La ligne d'univers de Joe Biden et la ligne d'univers de Donald Trump. Avec ici un événement qui est l'interaction impulsive entre les deux. Ok? Donc ça, c'est la vision de ce que c'est que l'espace-temps. Vous voyez, c'est pas compliqué, en fait, c'est une espèce de cube, et puis vous et moi ne sommes jamais que des lignes d'univers dans cet espace-temps. Alors, en principe, l'espace-temps, il a 4 dimensions, puisqu'il y a 3 dimensions d'espace et une de temps. Mais je suis désolé, moi je ne sais pas faire des représentations visuelles à 4 dimensions. Donc j'imagine, j'enlève une dimension d'espace, et puis je mets une dimension de temps, et puis comme ça on a une représentation à 3 dimensions de l'espace-temps qui en réalité n'en a 4. C'est le mieux que je puisse faire, je suis désolé. Mais si vous comprenez ça, bah, vous savez ce que c'est l'espace-temps. C'est pas sorcier. Alors qu'est-ce que nous dit la théorie de la relativité générale d'Einstein? Eh bien, le message essentiel, c'est que ce phénomène physique qu'on appelle la gravitation, que d'après Newton est censé être une force qui attire des corps dotés de masse. La force est d'autant plus grande que la masse des deux corps en question est élevée et que la distance qui les sépare est petite. Eh bien, en réalité, Einstein dit non, il n'y a pas de force de gravitation. Hein. La gravitation, c'est juste une manifestation d'une propriété de l'espace-temps. Quelle propriété? Eh bien, le fait que l'espace-temps, en fait, est doté d'une courbure. L'espace-temps est courbe. Alors là, c'est peut-être un peu plus dur à se représenter ce que c'est qu'un espace-temps courbe, mais une surface courbe, vous savez ce que c'est. Par exemple, la surface de la Terre est courbe, par opposition à une feuille de papier que vous posez sur une table. Okay? Eh bien, l'espace-temps à 4 dimensions est courbe. Et il est courbé par quoi? Par le contenu en matière, en énergie qu'il y a à l'intérieur. Vous et moi, du fait qu'on a une masse non nulle, du fait que le Soleil ait une masse non nulle, la Terre ait une masse non nulle, eh bien, nous courbons l'espace-temps de l'intérieur. Et pourquoi est-ce que la Lune orbite autour de la Terre, ou pourquoi est-ce que le système Terre-Lune orbite autour du Soleil? Non pas parce qu'il y a une force de gravitation qui relie tout ça, il n'y a pas de force de gravitation, mais parce que, par exemple, le Soleil courbe l'espace-temps de telle sorte que la Terre soit contrainte à suivre un mouvement qui en réalité est un mouvement non accéléré, se dit aucune force, dans cet espace-temps courbé. Donc d'un point de vue géométrique, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement élégant. Quand vous étudiez ça mathématiquement, c'est vraiment magique. Et puis conceptuellement, c'est assez simple aussi. Alors si on veut se donner une représentation un peu imagée de ce que peut être un espace-temps courbe, là vous prenez votre cube espace-temps que je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous imaginez qu'il est un petit peu flexible, un peu mou, comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il est mou et flexible? Parce qu'à l'intérieur, vous avez de la matière qui va venir le courber de l'intérieur. Hein, d'où la limite de l'image que je vous ai montrée juste avant. Hein. Parfois, on se représente la courbure de l'espace-temps comme une espèce de trampoline, hein, et puis vous venez mettre des choses dedans et ça va courber. Ok? Donc, je sais pas, vous posez un enfant dans un trampoline, ça va courber la surface du trampoline. Le souci, c'est que cette surface à 2 dimensions, c'est pas une super représentation de l'espace-temps qui a 4 dimensions. Et l'espace-temps est courbé de l'intérieur par la masse et l'énergie qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est mieux de se représenter un bloc espace-temps comme ça, avec 2 dimensions d'espace, une de temps. On met de la matière à l'intérieur. Par exemple, je sais pas moi, 2 trous noirs au lieu de 2 particules ou de Biden et Trump. Et puis, encore que Trump, il est très lourd, donc il court beaucoup l'espace-temps. Et du coup, tout ça va vous donner un espace-temps qui est un peu malléable, un peu mou, un peu déformé. Une analogie que j'aime bien, c'est un dessert qu'on connaît bien dans les cantines de nos contrées, c'est le flambi, ou l'équivalent qui est la jelly, qui est un dessert anglais un petit peu gélatineux. Et donc si vous imaginez que l'espace-temps, c'est un peu comme de la jelly, eh bien, vous pouvez déjà anticiper ce que ça va être une onde gravitationnelle. Parce que vous sentez bien que si vous venez gigoter votre assiette en bas, là, il va y avoir peut-être avoir une onde qui va se propager dans la jelly jusqu'à ce que ça secoue en haut, au bout d'un certain temps. Et bien, cette onde qui se propage, ça va être l'équivalent d'une onde gravitationnelle. On va y aller. Voilà pour ce qui est de l'espace, du temps et de la gravitation. Oui, c'était pas trop sorcier. Enfin, j'espère.
Vous n'avez pas encore l'air de dormir, donc a priori, ça va. Maintenant, on va parler d'onde gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Voyons quelques exemples de phénomènes ondulatoires. Hein, vous jetez un caillou dans l'eau, dans une mare, vous avez un système de cercles comme ça, concentriques, qui vont se propager depuis le centre dans les temps. Ça, c'est une onde qui se propage à la surface. Et le médium, qui est le support de cette onde, c'est l'eau. Une autre forme d'onde extrêmement importante, en ce qui nous concerne maintenant, sont les ondes sonores, hein, qui sont en fait de petites surpressions et surdensité dans un médium qui est l'air, en l'occurrence, qui vont se propager depuis les cordes vocales jusqu'à vos tympans. Et qui se propagent typiquement à quelques centaines de mètres par seconde. D'autres ondes avec lesquelles on est plus ou moins familier sont les ondes sismiques, hein, qui se propagent dans la croûte terrestre, peut-être le manteau aussi, je ne sais pas. Il y en a de différents types qui nous renseignent donc sur tout un tas de phénomènes qui se passent à l'intérieur de notre jolie petite planète. Et puis un autre type d'onde qui est très important, mais on ne sait pas forcément que ce sont des ondes, c'est la lumière. Hein. La lumière blanche, en fait, on sait ça depuis Newton, peut être décomposée en tout un tas de lumières colorées, chaque couleur correspondant à ce qu'on appelle une longueur d'onde. Donc ça vous fait un joli arc-en-ciel. Hein. Et qu'est-ce que c'est que chaque petit rayon lumineux avec une longueur d'onde bien précise? En fait, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire en fait une oscillation cohérente du champ électrique et du champ magnétique qui se propage à quelle vitesse? Précisément la vitesse de la lumière, c'est-à-dire quelques 300 000 km par seconde. Donc c'est ça depuis, grosso modo, la deuxième moitié du 19e siècle à travers les travaux de gens comme Maxwell ou Hertz. Donc ça, ce sont des exemples d'ondes qui sont toutes des ondes, d'une certaine façon, qui se propagent dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Eh bien, en fait, c'est une oscillation dans la courbure de l'espace-temps lui-même. Hein, je vous rappelle, l'espace-temps, il est doté d'une propriété de courbure, il est courbé de l'intérieur par la masse et l'énergie qui s'y trouve, et du coup, vous pouvez avoir de petites oscillations dans cette courbure de l'espace-temps qui vont se propager, elles aussi, à une certaine vitesse, la vitesse de la lumière, comme les photons, comme les ondes électromagnétiques, donc. Parce qu'une façon de se le représenter, vous pouvez imaginer que vous avez une espèce de courbure moyenne, là, comme ça, en bleu, et puis là-dessus, vous avez une autre partie qui oscille très vite, avec une longueur d'onde que vous pouvez voir ici. Et ce machin-là, ça se propage à la vitesse de la lumière. Ça, c'est une onde gravitationnelle. Si vous voulez reprendre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, le bloc espace-temps, bon là, c'est encore plus simple, on va dire que c'est une feuille d'espace-temps. Vous n'avez pas 3 dimensions d'espace, vous n'avez pas 2 dimensions d'espace, vous n'en avez qu'une seule. Et puis vous avez la dimension temporelle, de nouveau, du bas vers le haut. Vous avez de nouveau vos 2 particules, là, en rouge et en bleu. Eh bien, l'onde gravitationnelle est montrée ici. C'est comme une petite oscillation dans la courbure de l'espace-temps qui se propage comme ça à 45 degrés, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Ça va? J'essaie de vous donner une variété d'images pour vous donner une forme d'intuition, de familiarité avec ce que peut être une onde gravitationnelle. Alors, comment est-ce qu'elles sont générées, ces ondes gravitationnelles? Comment est-ce qu'on fait pour créer des ondes gravitationnelles? On pourrait raisonner par analogie. Déjà, comment est-ce qu'on génère des ondes électromagnétiques? Comment est-ce qu'on génère de la lumière, des ondes radio, micro-ondes, infrarouges, etc. En accélérant des charges électriques. Prenez par exemple un électron. Un électron, ça a une charge électrique négative, c'est une particule élémentaire. Donc ça crée un champ électrique comme ça. Puis si vous vous mettez à l'accélérer, vous allez modifier la structure du champ électrique. En fait, vous allez créer un champ magnétique. Et puis ce champ magnétique qui oscille, enfin qui varie dans le temps, va lui aussi recréer un champ électrique. Et tout ça, en fait, va générer des ondes. Ce qui vous est représenté ici. Oubliez celle-ci, vous prenez juste un électron. Vous allez avoir des ondes électromagnétiques qui vont se propager à partir de cette accélération de charge électrique. Bien, de manière assez similaire, bon, il y a quelques différences techniques notables quand vous vous intéressez à ça d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue, disons, conceptuel, vous pouvez comprendre que pour générer des ondes gravitationnelles, ce n'est pas des charges électriques qu'il va falloir accélérer, c'est de grandes quantités de masse.
vous prenez une grande quantité de masse, idéalement vous la concentrez dans un tout petit espace. On va dire que vous avez un objet qui est très compact. Eh bien, cet objet compact génère un champ gravitationnel. Tout comme l'électron génère un champ électrique, la masse compacte ici génère un champ gravitationnel. Et maintenant, vous allez venir accélérer cette masse avec vos petits bras, là. Vous allez modifier la structure du champ gravitationnel au voisinage, et il va y avoir rayonnement du champ gravitationnel. C'est-à-dire, en fait, vous allez modifier la structure de la courbure de l'espace-temps qui est générée par cette masse, et il va y avoir rayonnement de la courbure de l'espace-temps. Donc des petites vaguelettes qui vont se propager, comme ça, qui sont les ondes gravitationnelles. Alors c'est difficile avec vos petits bras de prendre une grande quantité de matière, de la mettre dans un tout petit espace et de l'accélérer à des vitesses considérables, proches de celles de la lumière, pour avoir beaucoup d'émissions gravitationnelles. Donc au lieu de le faire dans un laboratoire, ce qui est vraiment quasiment impossible dans la pratique, en fait, c'est que vous tournez vers le ciel, vous cherchez des sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles. Et là, l'idéal, c'est d'avoir donc, on l'a dit, une grande quantité de matière, ou de masse en tout cas, masse-énergie. Vous vous souvenez, E égale mc2 de la relativité. L'énergie, la masse, c'est pareil en relativité. Et vous avez besoin de grandes quantités de masse ou d'énergie dans un tout petit espace et qui bouge à des vitesses considérables, proches de la vitesse de la lumière. Alors, l'idéal pour ça, c'est d'avoir, par exemple, deux trous noirs. Parce que vos deux trous noirs, c'est beaucoup de masse dans un tout petit espace, chacun des deux. Et puis, comme ils sont très petits, ils sont très compacts, ils peuvent éventuellement orbiter l'un autour de l'autre, très proches l'un de l'autre. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir des vitesses orbitales considérables, une fraction tout à fait significative de la vitesse de la lumière. Et ça va générer des quantités tout à fait copieuses d'ondes gravitationnelles. Donc, on en arrive à la question donc des sources d'ondes gravitationnelles. On a vu, ce sont des sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles. Donc, une possibilité, c'est d'avoir une étoile massive à la fin de sa vie. Elle va exploser. C'est un phénomène qu'on appelle des supernovas. Et au moment donc, de cette explosion, vous avez potentiellement des quantités tout à fait significatives de matière qui sont compressées dans un espace petit. Et il va y avoir une dynamique extrêmement intense. Et ça peut émettre une petite bouffée d'ondes gravitationnelles qu'on espère pouvoir capter. Alors typiquement, en moyenne, il y a plus ou moins une supernova qui a lieu dans une galaxie typique comme la nôtre, la Voie lactée. Donc il faut tomber au bon moment. Il faut que le détecteur d'ondes gravitationnelles soit actif au moment où il y a une grosse étoile qui pète dans notre galaxie pour pouvoir espérer détecter ce signal d'ondes gravitationnelles. Il faut avoir de la chance pour ça. Peut-être que la prochaine, ça sera demain, peut-être que ça sera dans 200 ans. C'est un phénomène qui est aléatoire. Alternativement, vous pouvez avoir typiquement le résidu, le cœur qui reste après l'explosion de l'étoile massive. Ça peut être une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile qui est essentiellement composée de neutrons. Imaginez-vous quelque chose comme 1,5 fois la masse du Soleil dans une taille caractéristique de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, un rayon d'une dizaine de kilomètres, un diamètre d'une vingtaine de kilomètres. Vous mettez le Soleil, 1,5 fois la masse du Soleil, dans un espace aussi petit que Paris, quoi, on va dire. Donc, c'est-à-dire que c'est très compact, c'est très dense, et donc si vous avez de petites inhomogénéités là-dedans, de matière, peut-être qu'il y a un endroit où il y a une toute petite montagne, là. Cette étoile à neutrons, elle orbite sur elle-même, et donc vous avez une quantité significative de matière qui va pouvoir rayonner des ondes gravitationnelles, qui sont typiquement monochromatiques. La fréquence de l'onde gravitationnelle associée à cette étoile à neutrons va être grosso modo 2 fois la période de rotation de l'étoile à neutrons sur elle-même. Donc on cherche ce type de signaux à l'aide de nos détecteurs d'ondes gravitationnelles, sachant qu'on connaît quand même quelques dizaines d'étoiles à neutrons dans le coin. Si vous avez 2 étoiles à neutrons, pourquoi 2 ? Tout simplement parce que la plupart des étoiles vivent en couple. Le Soleil, de ce point de vue, est plutôt, peut-être pas une exception, mais dans la minorité. La plupart des étoiles vivent en couple. Les étoiles évoluent. Les étoiles massives, on l'a vu, explosent, typiquement en supernova, et peuvent laisser derrière elles un résidu, un cadavre stellaire qui peut être une étoile à neutrons. Donc si vous avez 2 supernovas comme ça dans un système binaire d'étoiles massives, vous pouvez vous retrouver avec un couple d'étoiles à neutrons. Et ça, c'est beaucoup de masse dans un petit espace qui va orbiter éventuellement à des vitesses considérables, proches de celles de la lumière. Et donc ça va être une très bonne source d'ondes gravitationnelles. La supernova, éventuellement, au lieu de vous laisser une étoile à neutrons, elle peut vous laisser un trou noir. Si jamais le cœur était trop massif, il finit par s'effondrer sur lui-même, sous l'effet de son propre poids. Il n'y a aucune force, pas même les interactions nucléaires fortes qui peuvent s'opposer à cet effondrement.
et vous avez fabrication de trous noirs. Donc vous pouvez vous retrouver avec des couples de trous noirs. Jusqu'en 2015, on ne savait pas s'il existe bel et bien des couples de trous noirs, au sens où on n'en avait jamais vu, ou en tout cas jamais détecté à travers les ondes gravitationnelles. Désormais, on sait qu'il existe des couples de trous noirs. On va le voir détecter déjà plusieurs dizaines. Comment est-ce qu'on fait pour détecter tous ces signaux? À l'aide d'instruments extrêmement sensibles, extrêmement sophistiqués, qu'on appelle des détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles. Alors, il y en a 4 en ce moment qui sont actifs et qui ont une sensibilité telle qu'effectivement ils peuvent détecter ces signaux. Il y en a 2 qui se trouvent aux États-Unis. Ce sont les détecteurs LIGO, l'un à Hanford, l'autre à Livingstone. Il y en a un qui se trouve en Europe, qui est le détecteur Virgo, qui est une collaboration essentiellement franco-italienne. Il est situé à Cascina, près de Pise, en Italie. Et puis il y a un détecteur qui est situé dans une montagne au Japon, Kagra, qui lui est un petit peu plus sophistiqué avec des technologies de toute nouvelle génération, avec de la cryogénie et des choses comme ça. Et comment est-ce que ça marche, ces instruments? Alors vous voyez que ça ressemble un peu à des ailes. Il faut vous imaginer là que vous avez des bras qui font plusieurs kilomètres de long, 3 ou 4 kilomètres de long. À l'intersection là des 2 bras, vous avez une source de lumière laser. Vous allez séparer cette source de lumière laser en 2 parties, avec une lame semi-réfléchissante. Ça va partir comme ça dans les 2 directions. Il y a des miroirs au bout qui vont réfléchir la lumière. Ça va revenir et ça va être recombiné. Et en physique, quand on étudie la physique ondulatoire, il y a un phénomène très intéressant qui s'appelle les interférences. Et donc ce que vous pouvez avoir, c'est de l'interférence de cette lumière qui va interagir avec elle-même. Alors selon que les bras font ou non la même longueur, ces interférences peuvent être de nature destructive, c'est-à-dire que en fait, la lumière se combine et s'annule. Ou alors, si la longueur des bras est légèrement différente, peut-être vous allez avoir des interférences constructives, c'est-à-dire que les lumières vont s'additionner pour donner encore plus d'intensité lumineuse. Et ce qui se passe, c'est que si jamais vous modifiez la longueur relative des 2 bras, vous allez avoir une modification de l'intensité lumineuse de cette figure d'interférence. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait détecter le signal gravitationnel. Pourquoi? Parce que précisément lorsqu'une onde gravitationnelle va traverser la Terre, mettons ici elle traverse, elle vient du ciel comme ça, et elle vient traverser la Terre au niveau du détecteur, l'effet du passage de l'onde gravitationnelle va induire une toute petite modification de la distance sur son passage. Typiquement, la variation relative de longueur induite par le passage de l'onde gravitationnelle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 21. Donc ça veut dire 0, vous mettez 20 zéros et puis un 1. Si le bras il fait en gros 3 ou 4 km de long, ça veut dire que la variation de longueur induite, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 21 fois quelques kilomètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 18 kilomètres. Mètres. C'est-à-dire, grosso modo, 1/1000 de la taille d'un noyau atomique. C'est minusculissime, cette variation de longueur induite par le passage de l'onde gravitationnelle. Parce que le phénomène physique est extrêmement ténu. C'est pour ça qu'on a mis tellement longtemps à les détecter. Évidemment, vous ne mesurez pas ça sur un atome. C'est une mesure que vous faites sur un nombre considérable d'atomes, typiquement moyennés sur la surface des miroirs. Mais il faut vous rendre compte que la précision de ce type de mesure, c'est complètement fou. C'est comme si vous mesuriez la distance, on va dire, entre le système solaire et l'étoile la plus proche du système solaire, Alpha du Centaure, qui est un peu plus de 4 années-lumière de nous. C'est-à-dire que la lumière met quand même plus de 4 ans à voyager d'Alpha du Centaure jusqu'à nous, ou vice-versa. Vous mesurez cette distance-là, qui est littéralement astronomique, avec une précision qui est de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. Ces instruments ont une sensibilité telle qu'ils permettent de mesurer ce type de variation relative de longueur. Et il faut ce type de sensibilité pour parvenir à détecter les ondes gravitationnelles. Et ça ne suffit même pas. C'est-à-dire que le signal, il est tellement petit, éventuellement il est perdu un peu dans le bruit, toutes les sources de bruit possibles et imaginables. Il vous faut en plus savoir à quoi ressemble le signal pour espérer pouvoir le détecter s'il est bel et bien présent dans les données. Dans les données du détecteur, la trace éventuelle, si elle est là, d'un tel signal non gravitationnel. Et si effectivement le signal est là, alors il y a des méthodes qui permettent d'extraire ce signal
du bruit de ce détecteur. C'est comme ça qu'on fait. Donc j'en viens peut-être à la partie la plus intéressante, à savoir les observations. Donc on a vu ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, on a vu comment on les détecte, on a vu quelles sont les sources typiques. Alors comment est-ce qu'on a fait, à quoi ça ressemble un signal gravitationnel? Donc ça, c'est une figure que j'ai tirée de l'article qui a été publié en 2016 suite à la première observation. Donc il y a beaucoup d'informations, on va y aller tranquille. À gauche, vous avez l'observation dans l'un des détecteurs LIGO, Hanford ici, et en bleu dans l'autre détecteur LIGO à Livingston. Et vous avez le temps qui s'écoule de gauche à droite. Vous voyez ici qu'on est en train de parler d'une demi-seconde. Hein. Vous avez les données dans chacun des deux détecteurs pendant une demi-seconde, et puis vous avez une variation de l'amplitude de la variation relative de longueur qui est induite par le passage de l'onde gravitationnelle. Vous voyez 10 puissance moins 21, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, typiquement. C'est minuscule. Et vous voyez, donc, il y a un truc qui ressemble un peu à du bruit, là, mais il y a quand même des oscillations, là. Tac, 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 et bien après ça s'arrête. Et vous voyez à peu près la même chose à droite. Bien, si vous faites une analyse statistique très sophistiquée, vous pouvez prendre conscience du fait que là se cache un signal qui vous est montré ici, c'est le même dans les deux détecteurs, le même signal, peut-être légèrement décalé dans le temps, puisqu'il n'arrive pas exactement au même moment dans les deux détecteurs. Et puis, en fait, le signal total, ce que vous observez vraiment dans votre détecteur, c'est le signal d'origine astrophysique et ce qu'on appelle du bruit. Okay, et ce n'est pas le même bruit dans les deux détecteurs. Vous avez le même signal, et puis des réalisations de bruit différentes dans les deux détecteurs. Parce que vous n'avez pas, je sais pas moi, les mêmes avions qui passent au-dessus, vous n'avez pas les mêmes camions qui passent à côté, vous n'avez pas les mêmes sources de bruit sismique dans les deux détecteurs qui sont vraiment à des coins différents des États-Unis. Alors, si vous n'êtes pas spécialiste des ondes gravitationnelles, vous voyez ça, vous n'êtes pas forcément très impressionné, quoi. Mais si vous connaissez bien le sujet, là vous dites peut-être que c'est le jackpot. Et si vous faites une analyse vraiment sophistiquée, vous pouvez quantifier ça, vous pouvez réaliser, pour vous donner une analogie, vous pouvez vous convaincre qu'il s'agit bel et bien d'un signal qui est d'origine astrophysique, et ce n'est pas juste par hasard que tout un tas de sources de bruit vous ont donné quelque chose qui ressemble à un signal qui serait dans l'astrophysique. En fait, vous pouvez quantifier la probabilité pour que ça soit effectivement un signal qui ne soit pas d'origine astrophysique, et c'est quasiment zéro la probabilité. C'est un peu comme si vous êtes, je sais pas, dans une voiture, vous êtes en train d'écouter la radio, et puis vous êtes entre deux fréquences, et vous entendez du bruit. Et puis pendant une demi-seconde, ou allez, on va dire quelques secondes, vous avez quelques notes de la 40e symphonie de Mozart. Par hasard. Bon, c'est pas impossible. C'est quand même très peu probable. Et vous pouvez quantifier à quel point c'est peu probable. Bon, de la même façon, vous avez des outils statistiques qui vous permettent de quantifier à quel point c'est peu probable que par chance, ça soit tout un tas de sources de bruit indépendants les uns des autres qui vous donnent un signal qui ressemble exactement à ce que vous auriez eu si vous aviez une source astrophysique non gravitationnelle. Et c'est comme ça qu'on peut mettre un niveau de confiance sur le fait qu'on a bel et bien détecté une onde gravitationnelle générée par une source d'origine astrophysique. Donc si en plus vous bossez sur ça depuis des décennies, parce que les gens ont commencé à s'intéresser à ça déjà dans les années 70-80, la perspective de pouvoir vraiment détecter des ondes gravitationnelles en provenance de couples de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, donc ça faisait quand même 30-40 ans, et bien là, vous pouvez anticiper, vous pouvez tout de suite voir qu'en fait, c'est très vraisemblablement un couple de trous noirs qui a fusionné. Et ce qui est vraiment merveilleux, je trouve, avec ces détecteurs, c'est qu'ils sont sensibles dans une bande de fréquence qui se trouve être aussi la bande de fréquence où nos oreilles sont sensibles, entre quelques dizaines de hertz et puis quelques kilohertz. Donc ça veut dire qu'on peut convertir le signal non gravitationnel, qui n'est pas une onde sonore, hein, vous pouvez le convertir en signal audio, et vous pouvez d'une certaine façon écouter l'onde gravitationnelle. Donc c'est ce que je vous propose de faire. On va écouter le signal qui a été généré par cette source. Vous allez entendre à 2 reprises le même signal, donc il va être joué 2 fois. Ça va ressembler à un bruit un petit peu sourd, parce que la fréquence est de l'ordre de... c'est quelques dizaines ou centaines de hertz. Comme nos oreilles sont plus sensibles à quelques kilohertz, on va dire,
le signal ensuite va être rejoué à 2 reprises, mais décalé à plus haute fréquence, pour être plus sensible à la structure du signal. Écoutez bien. Normalement, c'est le moment où ça ne marche pas, parce que je le fais en direct. Ça, c'est le vrai signal, joué 2 fois, et là, décalé. Donc, la structure du signal, c'est ce qu'on appelle un gazouillis, un peu comme un oiseau qui ferait... C'est-à-dire que ça monte en fréquence et en amplitude. Et vous pouvez, étant donné cette structure, essayer de déterminer les propriétés physiques de la source de ce signal. Donc voilà à quoi ressemble le signal. Vous voyez l'augmentation de l'amplitude et de la fréquence du signal au cours du temps jusqu'à atteindre un maximum de fréquence et d'amplitude surtout. Et puis ensuite, vous avez une décroissance très rapide du signal avec une fréquence qui change plus beaucoup. Physiquement, qu'est-ce qui a généré un tel signal? Eh bien, c'est un couple de 2 objets compacts qui étaient en orbite, l'un autour de l'autre. Au fur et à mesure qu'ils orbitent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles emportent de l'énergie, donc le système perd de l'énergie, donc il se rapproche. Mais les lois de la gravitation nous disent que plus 2 corps sont proches l'un de l'autre, plus ils orbitent rapidement l'un autour de l'autre. Et comme ils orbitent de plus en plus vite, la fréquence des ondes gravitationnelles émises augmente, et puis l'intensité du champ gravitationnel généré aussi va augmenter, et donc l'amplitude des ondes gravitationnelles émises augmente, et c'est comme ça que vous arrivez à avoir ce signal, jusqu'à ce que finalement vos 2 corps finissent par fusionner, pour ne faire qu'un seul corps. En l'occurrence, les corps, ce sont des trous noirs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme 2 bulles de savon qui fusionnent pour faire une seule bulle de savon, puis le trou noir résultant de cette fusion, il est encore un peu perturbé, on va dire, et il va générer une dernière bouffée d'ondes gravitationnelles pour atteindre un état d'équilibre. C'est cette dernière phase ici. Et si vous analysez en détail une fois encore ce signal, vous pouvez même inférer les masses des trous noirs. Et donc vous pouvez voir que c'est grosso modo 2 trous noirs qui avaient une trentaine de masses solaires chacun. Un trou noir d'une masse solaire, ça a un rayon caractéristique de 3 km. Donc un trou noir de 30 masses solaires, parce que c'est proportionnel, ça a un rayon caractéristique de 100 km. Donc vous avez un trou noir, vous avez 30 fois la masse du Soleil dans un trou noir dont la taille caractéristique est de 100 km, et puis vous avez un deuxième qui est pareil. Et les deux, ils tournent l'un autour de l'autre. Et pendant les dernières phases, là, les dernières orbites, ils tournent 50, 100, 200 fois par seconde l'un autour de l'autre, jusqu'à fusionner. Et à peu près dans ces derniers moments, ils émettent une quantité d'énergie, en une fraction de seconde, une quantité d'énergie tellement colossale que la puissance de l'événement, de cette fusion de trous noirs, la puissance associée sous forme d'ondes gravitationnelles qui partent, est plus de 50 fois supérieure à la somme de la luminosité de toutes les étoiles dans toutes les galaxies de l'univers observable. C'est-à-dire que c'est littéralement l'événement le plus puissant dont l'humanité ait jamais été témoin. C'est assez incroyable. Les trous noirs tournaient quasiment à la vitesse de la lumière l'un autour de l'autre, juste avant de fusionner. Et ici, donc, vous faites votre analyse des données, vous trouvez que l'un des trous noirs avait une masse de l'ordre de 29 masses solaires et l'autre de l'ordre de 36 masses solaires. Donc, au total, il y avait... je ne suis pas très fort en maths. 65. Puis à la fin, vous pouvez voir que le trou noir final, on sait qu'il avait une masse de 62 masses solaires. Bon, là, vous êtes peut-être un peu inquiet, vous dites ils sont sympas, ces astrophysiciens, mais ils ne savent même pas faire une addition. Il y avait 65 masses solaires au début, il n'y en a plus que 62 à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie qui est passée là. Eh oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui est partie sous forme de rayonnement gravitationnel. Donc, je vous rappelle, il faut encore E égale mc2. Les ondes gravitationnelles emportent de l'énergie avec elles. Vous pouvez convertir en équivalent de masse cette énergie. C'est l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui est partie sous forme d'ondes gravitationnelles. Vous avez eu conversion de ce qui était la masse, une partie de la masse initiale du système de 2 trous noirs en pur rayonnement. Donc ça aussi c'est assez fou. Imaginez-vous prendre notre belle étoile là, et puis vous la transformez en pure énergie. Donc typiquement,
pas parler de ça. Ouais, vous la transformez en pur rayonnement, et tout ça donc part, et puis vous répétez l'opération 2 fois. C'est une quantité colossale d'énergie qui a été dissipée sous forme d'onde gravitationnelle lors de cette coalescence de ces deux trous noirs. Alors c'est un événement véritablement historique, hein, c'est la première détection directe des ondes gravitationnelles. C'est aussi, à mon sens, c'est encore plus important, la preuve la plus robuste dont on dispose aujourd'hui de l'existence des trous noirs. Auparavant, on avait des preuves relativement indirectes de l'existence des trous noirs, on était assez convaincus qu'ils existent, mais là, vraiment, il n'y a rien d'autre qu'un couple de trous noirs pour expliquer un tel signal. C'est aussi la découverte du premier système binaire de trous noirs, c'est-à-dire qu'on sait désormais qu'effectivement, les trous noirs vivent éventuellement en couple. Et puis, par ailleurs, pour les gens qui s'intéressent à la théorie de la gravitation, ça permet de tester la théorie de la relativité générale, ce qu'on appelle un champ gravitationnel fort, c'est-à-dire vraiment pousser la théorie dans ses retranchements, là où la théorie de Newton de la gravitation vraiment ne fonctionnerait pas du tout. Et il se trouve que la théorie de la relativité générale permet d'expliquer parfaitement cette observation. Alors voilà à quoi ressemblerait visuellement l'événement si vous pouviez l'observer, si vous étiez prêt. Vous êtes au-dessus du plan orbital, vous avez les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, voilà. C'est les deux zones très sombres ici. Et vous avez des drôles d'effets ici de ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, c'est un peu comme des... comment dire ? Des loups. C'est quoi le terme ? J'ai oublié. Quand vous êtes dans le désert, vous pouvez avoir un mirage, merci. Ça, c'est un mirage, c'est qu'en fait, vous avez l'impression que la lumière vient d'un certain endroit, mais en fait, elle vient d'un autre endroit. C'est que la trajectoire des rayons lumineux est déviée, en fait, par le champ gravitationnel extrêmement intense des trous noirs. Je vous rejoue la vidéo, si j'y arrive, ouais. Donc, vous voyez ces effets de l'antillage gravitationnel, de mirage gravitationnel, qui sont extrêmement intenses, dus au fait que les trous noirs ont des champs gravitationnels extrêmement intenses, qui dévient significativement la trajectoire des rayons lumineux qui sont émis par des étoiles en arrière-plan. Et vous voyez ces deux tâches qui se rapprochent, qui vont finir par fusionner pour faire une seule tâche. Vos deux trous noirs, en fait, vont fusionner pour faire un seul trou noir. Et d'une certaine façon, ce n'est pas particulièrement impressionnant quand vous regardez ça avec de la lumière. Tout simplement parce que ce n'est pas là que se trouve l'action. L'action se trouve dans la modification de la structure, de la courbure de l'espace-temps. N'est-ce pas ? Puisque les ondes gravitationnelles sont des ondes de courbure de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Donc ça vous est montré dans cette petite animation. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous avez vos deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Vous avez comme une espèce de plan qui vous est montré ondulant, qui représente les ondes gravitationnelles qui se propagent, qui sont générées par le mouvement orbital des deux trous noirs. Vous voyez que l'amplitude augmente, la fréquence augmente, et vous allez avoir un maximum au moment où les deux trous noirs vont fusionner. C'est le maximum d'amplitude des ondes gravitationnelles générées. Et puis vous allez avoir une dernière bouffée d'ondes gravitationnelles qui va être émise et se propager, comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, hein, et puis après ça s'arrête. Vous n'avez plus qu'un seul trou noir qui résulte de la fusion des deux trous noirs initiaux. Ok, je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé pour l'instant. 40 minutes, merci. Bah, du coup, je pense que je vais sauter cette partie-là. C'est peut-être pas c'est la moins importante, je dirais. Je voudrais terminer en vous parlant vraiment de l'état de l'astronomie gravitationnelle. Où est-ce qu'on en est ? Donc ça, c'était en 2015, cette première détection, 14 septembre 2015. Donc on avait deux détecteurs qui opéraient à l'époque, les deux détecteurs aux États-Unis. Peu de temps après, il y a le détecteur Virgo qui les a rejoints, avec une sensibilité comparable. Il y a un autre détecteur en Europe, en Allemagne, Géo, qui est beaucoup plus petit, qui sert plutôt de démonstrateur technologique pour tester des nouvelles idées qu'on va éventuellement implémenter sur les grands détecteurs par la suite. Vous avez le nouveau détecteur au Japon, là, qui commence à prendre des données aussi. Alors c'est difficile parce qu'il teste des nouvelles technologies, la cryogénie, des choses comme ça. Et puis il y a également le plan de construire un détecteur en Inde,
Plus précisément, il y a un des détecteurs LIGO, je ne sais plus si c'était à Livingstone ou à Hanford, il y en avait deux dans la même cavité. Il y en a un qui a été démonté, qui va être envoyé en Inde, qui va être donc construit et opéré en Inde. Donc ça fait un réseau comme ça, sur le globe, de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et grâce à ce réseau, et grâce au fait que plus le temps passe, plus on améliore la sensibilité de ces détecteurs, plus on parvient à capter de nombreux événements chaque mois, ou chaque année, enfin en tout cas chaque fois qu'on observe. Et donc on s'attend à avoir plusieurs centaines de détections par an d'ici un an et demi. On en est déjà à plusieurs dizaines de détections. Donc là vous avez une figure, c'est pas très important ce qui est écrit ici, l'essentiel c'est de comprendre que sur l'axe horizontal, vous avez grosso modo une représentation du temps d'observation et aussi du volume d'univers accessible. Plus vos détecteurs sont sensibles, plus vous pouvez voir loin. Plus vous pouvez voir loin, plus vous avez accès à un volume d'univers vaste. Plus vous avez accès à un volume d'univers vaste, plus il y a un grand nombre de sources potentielles présentes. Et puis plus vous observez longtemps, plus vous avez aussi de chances de voir quelque chose. Donc c'est d'une certaine façon une mesure de votre capacité à observer loin et longtemps. Et puis en regard de ça, vous avez le nombre d'événements détectés. Et donc vous voyez qu'effectivement, plus vous regardez loin et longtemps, plus vous faites de détection. C'est pas très surprenant. Et donc vous avez cette courbe en noir qui vous montre ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à 90 détections à peu près. Donc la première campagne d'observation qui a eu lieu en 2015-2016, c'était 3 détections. La deuxième campagne d'observation qui a eu lieu vers 2017, c'était une dizaine de détections. Et la troisième campagne d'observation qui a été séparée en 2 morceaux, qui a eu lieu beaucoup plus récemment, là, à chaque fois, vous avez plusieurs dizaines de détections. Vous voyez que chaque fois que vous améliorez un peu vos détecteurs, ben voilà, vous pouvez voir plus loin, vous pouvez accéder à un volume d'univers plus grand, et du coup, vous pouvez voir beaucoup plus d'événements chaque année, ou chaque mois, ou chaque semaine d'observation. C'est comme ça qu'on en arrive à avoir une espèce de tableau synoptique qui résume le nombre de signaux qu'on a réussi à capter jusqu'à présent. Donc vous en avez 91 ici. Alors si vous avez fait un peu de physique ou de chimie, peut-être ça vous rappelle la classification périodique des éléments. Ça n'a rien à voir. Moi j'appelle ça la classification périodique des systèmes binaires de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Et donc voilà, on a à peu près 90 systèmes composés soit de trous noirs, soit d'étoiles à neutrons, soit un trou noir et une étoile à neutrons, qui ont fusionné, qui ont généré des ondes gravitationnelles qu'on a réussi à capter. Et puis donc en analysant chacun de ces signaux, on est capable d'inférer, avec une certaine marge d'incertitude, les propriétés des systèmes en question. Les masses, les trous noirs, est-ce qu'ils tournent sur eux-mêmes, quelle est leur distance, où est-ce qu'ils se trouvent dans le ciel, des choses comme ça. Et là, vous avez une représentation on va dire, des masses de tous ces systèmes. Donc vous voyez qu'on est en train de parler de, ici, une fois la masse du Soleil, 2 fois la masse du Soleil, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Donc le premier signal, on a dit, c'était 2 trous noirs de 29 et 36 masses solaires. Okay, et vous voyez que parmi les 90 signaux, il y en a quand même certains qui ont des masses considérables, 100 masses solaires quasiment. 75 80 masses solaires et un peu plus de 100 masses solaires qui fusionnent pour faire un trou noir de presque 200 masses solaires. Ça, c'est complètement nouveau. On ne savait pas qu'il y avait des trous noirs de 200 masses solaires. On savait qu'il y avait des trous noirs de 3, 4 masses solaires. On savait qu'il y avait des trous noirs de plusieurs millions de masses solaires, des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies, ou même milliards de masses solaires. Mais des trous noirs de quelques centaines de masses solaires, on ne les connaissait pas. Donc ça, c'est une découverte vraiment nouvelle, fondamentale, qui a pu être faite grâce à ces observations non gravitationnelles. Donc là, vous avez tous les couples de trous noirs en bleu, là, avec les 2 trous noirs initiaux qui ont fusionné pour faire le trou noir final. Et puis en bas, vous avez ici des couples d'étoiles à neutrons. Donc une masse solaire et demie et 2 masses solaires qui vont faire, on ne sait pas trop, est-ce que c'est peut-être un trou noir de 3 masses solaires et demie, c'est pas très clair. Donc quelques couples d'étoiles à neutrons qui fusionnent, et puis aussi des systèmes avec une étoile à neutrons et un trou noir, probablement une étoile à neutrons, et un trou noir qui fait un autre trou noir un peu plus massif. Donc ça, c'est l'état de nos connaissances aujourd'hui, ou en tout cas il y a encore quelques mois, parce que là on a commencé une nouvelle campagne d'observation, la 4e, et il y a déjà des dizaines de candidats
mais ce n'est pas encore, disons, officialisé. Les articles scientifiques ne sont pas encore sortis. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Mais évidemment, les scientifiques ne s'arrêtent pas là. Ils se disent, bah, on continue à faire des détecteurs nouveaux, toujours plus sensibles, toujours plus sophistiqués, pour détecter toujours plus de signaux, pour en apprendre toujours plus sur notre univers. Donc il y a le projet, ici à l'étude par la Commission européenne, d'un détecteur qui s'appelle le Einstein Telescope, qui serait du coup installé sous le sol, avec des technologies cryogéniques, avec une distance d'une dizaine de kilomètres, si je me souviens bien, avec une configuration triangulaire plutôt que le L que je vous ai montré. Donc ça, c'est à l'étude. Ça sera peut-être construit d'ici une dizaine d'années. Et vous voyez, du coup, ici, des détections toujours plus nombreuses. À la fois, effectivement, c'est le cas, là, on est en train de faire la 4e campagne d'observation. On en est ici à peu près. Donc, on avait dit 90 détections aujourd'hui, mais à la fin de la 4e campagne d'observation, on aura peut-être rajouté encore une centaine. Et puis à l'avenir, on s'attend à voir des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de signaux. Parce qu'une fois encore, plus vos détecteurs sont sensibles, plus vous pouvez regarder loin, plus vous avez un volume d'univers grand, et donc un grand nombre d'événements. Donc vous voyez que de ce point de vue, le futur de l'astronomie gravitationnelle est très prometteur au sens qu'on n'est plus en train de regarder juste un signal. On a vraiment, de même qu'on arrive à voir des milliers d'étoiles, on va pouvoir voir des milliers ou des dizaines de milliers de trous noirs grâce aux futurs détecteurs ici sur Terre. Mais en ce qui me concerne, le plus excitant, c'est plutôt ce qu'on va pouvoir voir grâce à des détecteurs dans l'espace. Il y a un projet d'antenne gravitationnelle dans l'espace. Ça s'appelle LISA, c'est un projet financé par l'Agence spatiale européenne qui est à l'étude, qui devrait être lancé en principe d'ici une dizaine d'années également, 2034 pour l'instant, c'est le plan. Et l'idée donc c'est d'avoir, vous voyez, 3 vaisseaux ici, qui sont représentés là également, séparés de quelques millions de kilomètres et qui sont en orbite autour du Soleil, derrière la Terre, une vingtaine de degrés derrière la Terre, avec une configuration équilatérale. Et lorsqu'une onde gravitationnelle va passer, va venir une fois encore modifier la distance relative entre ces 3 vaisseaux, qui s'échangent des faisceaux laser pour essayer précisément de mesurer la distance qui les sépare. C'est un peu Star Wars, quoi. On envoie des faisceaux laser dans l'espace. Donc ça, c'est un projet de détecteur qui va pouvoir capter des ondes gravitationnelles émises par des sources totalement différentes qu'on ne pourrait pas voir sur Terre. Typiquement parce que la distance entre les bras est beaucoup plus grande, vous allez avoir accès à des ondes gravitationnelles dont la fréquence est beaucoup plus faible. Peut-être quelque chose comme 1 millième de Hertz plutôt que quelques dizaines ou centaines ou milliers de Hertz. Et du coup, ça veut dire des sources beaucoup plus massives. Plus une source est massive, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Plus une source est massive, plus elle émet des ondes gravitationnelles à basse fréquence. Alors, bon, ça, c'est pas trop massif, puis c'est pas trop intéressant d'un point de vue de la richesse du signal. Des couples de naines blanches dans notre galaxie vont émettre des signaux qu'on pourrait qualifier de monochromatiques. C'est un peu comme un diapason, quoi, c'est une seule fréquence. Donc cette symphonie cosmique ne va pas être très intéressante d'un point de vue sonore, disons, mais c'est très intéressant si vous vous intéressez aux naines blanches dans la galaxie, ça va vous apporter plein d'informations. Il y a, peut-être de manière un peu plus intéressante, des signaux émis par des couples de trous noirs supermassifs qui fusionnent lorsque les galaxies hautes fusionnent elles-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais au centre de à peu près toutes les galaxies comparables à la nôtre, on pense qu'il y a des trous noirs. Des trous noirs de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Et on sait qu'au cours de l'évolution cosmique, les galaxies typiquement vont fusionner. On s'attend à ce que les trous noirs qui sont au centre de ces galaxies finissent elles aussi par fusionner. Et vous allez avoir du coup des signaux d'ondes gravitationnelles qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, l'augmentation de l'amplitude et de la fréquence jusqu'à un maximum, la fusion, la coalescence des trous noirs supermassifs. Sauf que là, c'est peut-être 4 millions de masses solaires et 100 millions de masses solaires qui fusionnent. Okay. Donc c'est un signal dont l'amplitude est beaucoup plus élevée, mais à la fréquence beaucoup plus faible. Donc ça, c'est des choses que l'ISA devrait pouvoir voir à l'avenir.
Mon dada, c'est ces systèmes-là. C'est quand vous avez un trou noir supermassif et puis un petit corps en orbite autour, typiquement un trou noir de quelques masses solaires ou une étoile à neutrons, autour d'un trou noir peut-être de quelques millions de masses solaires. Et ça va avoir un mouvement orbital extrêmement compliqué. La structure est très compliquée du signal. Donc l'onde gravitationnelle est très riche, c'est ce que vous voyez ici. Donc d'un point de vue sonore, peut-être c'est un petit peu plus intéressant pour votre symphonie cosmique. Et ça vous permet de déterminer tout un tas d'informations sur la forme, par exemple, du trou noir supermassif qui est au centre. Et puis, éventuellement aussi, on s'attend à pouvoir capter des signaux qui ont été émis une fraction de seconde après le Big Bang, ce qu'on appelle des sources d'ondes gravitationnelles primordiales d'origine cosmologique qui auraient été émis juste après le Big Bang, peut-être pendant une phase dite d'inflation où l'univers s'est mis à croître de façon considérable en très, très, très peu de temps. Donc s'il y a des ondes gravitationnelles qui ont été émises à cette époque-là, qu'on parvient à les détecter, ça pourrait nous renseigner sur les conditions physiques qui régissaient l'univers juste après le Big Bang. Ce qu'on ne peut pas faire autrement en utilisant de la lumière, des ondes radio ou autres. Donc ça, je l'ai déjà dit, je vais sauter. Et je voudrais terminer avec une petite analogie. Donc peut-être vous connaissez la discipline qui s'appelle la géodésie. Littéralement, c'est la mesure de la Terre. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer la forme de la Terre? Il y a une façon, c'est d'envoyer des satellites en orbite autour de la Terre. Et puis le mouvement de ces satellites artificiels autour de la Terre, on peut le suivre en échangeant des signaux radio. Donc on est capable de reconstruire l'orbite du satellite. Mais le mouvement du satellite, il dépend du champ gravitationnel qui est au centre. Puisque en fonction de ce que vous avez au centre, en l'occurrence la Terre, en fonction de la façon dont la masse de la Terre est distribuée, donc en fonction de la forme de la Terre, vous allez avoir un mouvement qui va être différent. Donc le fait de suivre le mouvement de ces satellites artificiels vous permet de reconstruire la forme de la Terre. C'est une façon de le faire, et là vous avez une représentation un peu exagérée de la forme patatoïde de la Terre. C'est vraiment exagéré pour qu'on voit que la Terre n'est pas parfaitement sphérique, évidemment. Par analogie, ne serait-ce que parce qu'elle tourne sur elle-même d'ailleurs, par analogie, on va pouvoir mesurer la forme du trou noir supermassif en considérant le petit corps en orbite comme une sonde. C'est-à-dire que le mouvement du petit corps, vous voyez, qui peut être extrêmement complexe, va générer des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles, le signal non gravitationnel qui va être capté par le détecteur LIDAR, vous avez des informations sur la forme des trous noirs. Donc vous pourriez d'une certaine façon mesurer la forme des trous noirs, ce qui m'a permis d'inventer un mot, c'est un néologisme, bothroméladésie, la science qui consiste à mesurer la forme des trous noirs. Donc ça n'existe pas encore, mais peut-être qu'avec LIDAR, on pourra à l'avenir mesurer la forme des trous noirs. Et donc tester en particulier une prédiction de la théorie de la relativité générale, qui est le théorème de Calvici des trous noirs. Alors pourquoi est-ce que les trous noirs sont chauds? Qu'est-ce que ça veut dire que les trous noirs sont chauds? Ça veut dire qu'en un certain sens, ils sont extrêmement simples. Leur structure est extrêmement simple. C'est-à-dire que si vous me donnez la masse et ce qu'on appelle le moment angulaire, ou le spin du trou noir, c'est-à-dire grosso modo, c'est relié à la vitesse à laquelle il tourne sur les mêmes, rien qu'avec ces deux nombres-là, je peux vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le trou noir en question. Et ça, c'est extraordinaire pour un objet macroscopique. Normalement, c'est que les particules élémentaires qui peuvent être très simples comme ça. Un objet macroscopique, je sais pas, vous et moi, si je vous donne, je sais pas moi, ma taille et puis mon poids, vous n'allez pas pouvoir en déduire la marque de mon dentifrice. On est beaucoup trop compliqué en tant qu'objet macroscopique pour être caractérisé juste par deux données. Et bien les trous noirs, eux, sont entièrement déterminés, alors en tout cas lorsqu'ils sont à l'équilibre, sont entièrement déterminés juste par deux nombres, la masse et le spin. C'est ce qu'on appelle le théorème de Calvici des trous noirs. C'est une prédiction de la théorie de la relativité générale. D'après la théorie de la relativité générale, tous les trous noirs sont caractérisés exclusivement par ces deux nombres. Et donc la forme en fait d'un trou noir devrait être entièrement caractérisée par ces deux nombres. C'est quelque chose qu'on va pouvoir tester aussi avec la bothroméladésie grâce à des observations non gravitationnelles par LISA à l'avenir. Et en parlant d'avenir, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Alors comme disait l'autre, c'est assez difficile de faire des prédictions de l'avenir. Donc peut-être pour se faire une idée, on pourrait regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de l'astronomie. Et
Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a commencé à observer l'univers d'une manière nouvelle, on a fait des découvertes inattendues. Tout à l'heure, il a été mentionné que Galilée, en observant le ciel avec sa lunette astronomique au début du XVIIe siècle, est parvenu, alors c'était pas les cratères lunaires, c'était les satellites joviens, mais il est parvenu à voir que effectivement, la surface de la Lune est assez complexe, il y a plein de cratères, et ça c'était tout à fait révolutionnaire parce que d'après la théorie, disons, la vision du monde aristotélicienne qu'il y avait à l'époque, il y avait un monde sublunaire et un monde supralunaire. Le monde supralunaire était censé être imperméable d'une certaine façon, le monde sublunaire sujet au changement. Et là, on voit que peut-être que la Lune elle-même, en fait, a une histoire et qu'il s'y passe des choses. Donc, par ailleurs, en observant Jupiter, il a découvert 4 satellites, les satellites qu'on qualifie désormais de galiléens. Donc, il n'y a pas que la Terre qui a un satellite, il y a aussi une autre planète, Jupiter, qui est en fait l'essentiel des planètes ou des satellites. Alors, je fais un bond en avant considérable de 3 siècles. On est en 1912. On commence à observer ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Et c'était absolument pas anticipé, mais une vingtaine d'années après, parmi ces rayons cosmiques, on a découvert des particules élémentaires qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle des muons. Donc ça, c'est vraiment une découverte nouvelle, inattendue, associée au fait qu'on a commencé à regarder le ciel avec un nouveau vecteur d'information, ces rayons cosmiques. En 1933, on a commencé à observer l'univers avec des ondes radio, et une trentaine d'années plus tard, découverte très importante en cosmologie, la découverte du fond diffus cosmologique qui vous donne d'une certaine façon une image de l'état dans lequel se trouvait l'univers quelques centaines d'années après le Big Bang. Ça encode en fait ici à travers... c'est une image radio, mais ça vous donne des informations sur les toutes petites inhomogénéités, hétérogénéité qu'il y avait dans la distribution de la matière et du rayonnement dans l'univers primordial, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Donc ça a valu à Penzias et Wilson, d'ailleurs, l'attribution d'un prix Nobel de physique. Et puis quelques années après, en 67, Jocelyn Bell, à l'aide d'un radiotélescope, a découvert les pulsars. Donc les pulsars sont en fait des étoiles à neutrons fortement magnétisées qui émettent des ondes radio, et puis quand le faisceau radio passe dans le champ de visée, vous captez un petit pulse radio comme ça, et comme ce mouvement est extrêmement régulier, c'est comme des horloges astronomiques. Et cette découverte a valu, non pas à Jocelyn Bell, mais à son directeur de thèse, l'attribution du prix Nobel de physique. L'histoire se répète. On observe le ciel en rayon X en 1948 et une quinzaine d'années après, on découvre de nouveaux systèmes astrophysiques, les systèmes binériques dont on sait depuis qu'il s'agit en fait de trous noirs en orbite avec une étoile massive et qui sont en train en fait de cannibaliser la matière de l'étoile. Et ici vous avez ce gaz qui forme un disque d'accrétion qui est extrêmement chaud et qui va rayonner beaucoup à très haute température et en particulier va émettre des rayons X et c'est ça qu'on détecte. Donc ça faisait partie des preuves indirectes de l'existence des trous noirs que j'ai mentionnées avant nos preuves beaucoup plus convaincantes associées aux ondes gravitationnelles. Pareil, rayons gamma, on commence à les utiliser pour regarder le ciel en 1961, on découvre les sursauts gamma en 1967. Neutrinos, 1968, découverte des oscillations des neutrinos. Les neutrinos viennent en 3 saveurs. C'est des propriétés qui sont liées, on va dire, à la mécanique quantique. En 2001, on a découvert que ce phénomène d'oscillation de neutrinos grâce à des observations de neutrinos en provenance du Soleil. Donc vous voyez, l'idée que j'essaie de vous faire passer, c'est à chaque fois qu'on commence à observer l'univers avec un nouveau vecteur d'information, on finit par faire une découverte inattendue. Bon voilà, pour la première fois, on a réussi à observer l'univers avec des ondes gravitationnelles en 2015. On a vu des choses auxquelles on s'attendait. Il me semble que si l'histoire, on va prendre l'histoire pour guide, et à bien un moment donné, je ne sais pas si c'est dans 2 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, mais on va effectivement avoir des surprises, de nombreuses surprises en perspective, possiblement. Et je voudrais terminer en revenant peut-être un petit peu sur Terre. J'espère vous avoir fait un peu voyager.
J'espère vous avoir montré que l'astronomie gravitationnelle, c'est une science toute nouvelle. C'est vraiment fascinant parce qu'on est en train de découvrir tout un tas de choses sur l'univers qu'on ne pourrait pas savoir autrement si on n'avait pas ces ondes gravitationnelles. À titre personnel, j'aimerais que, en tant qu'être humain, on puisse continuer à faire ce genre de choses pendant encore très longtemps. Mais est-ce qu'on va pouvoir? C'est pas si sûr que ça. Parce que ça, cette image-là, ce qu'elle vous montre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce qu'elle vous montre, en fait, c'est nous. Hein, c'est la Terre. C'est une photo qui a été prise en 1990 par la sonde Voyager 1, alors qu'elle était en train de quitter le système solaire. Elle était déjà à, je crois, une quarantaine d'unités astronomiques, 40 fois la distance Terre-Soleil. Elle était au-delà de l'orbite de Neptune. Et puis ce petit point bleu pâle, là, c'est notre planète, perdue au milieu de nulle part. C'est un petit rocher assez insignifiant d'un point de vue astronomique, qui tourne autour d'une étoile tout à fait insignifiante d'un point de vue astronomique, au sein d'une galaxie banale parmi tellement d'autres galaxies. Ce qui est vraiment spécial, c'est que sur ce petit rocher-là, il y a un phénomène qu'on n'a encore jamais vu nulle part ailleurs, qui s'appelle la vie. Et la vie, dont nous faisons partie, c'est vraiment une toute petite pellicule, extrêmement, peut-être pas fragile, hein, parce que la vie est très résiliente, mais en tout cas, qui mérite qu'on y prête attention, qu'on ne la prenne pas pour un acquis, pour une évidence. Pour pouvoir faire toutes ces découvertes dont je vous ai parlé, il faut en particulier que la vie se porte bien. Il faut une biosphère en bonne santé, parce qu'une biosphère en mauvaise santé, ça va avoir des impacts négatifs sur les sociétés humaines, et puis les impacts négatifs sur les sociétés humaines, ça fera qu'on ne pourra pas continuer à faire de l'astronomie. Et donc moi, à titre personnel, ça fait quelques années que je m'intéresse de plus en plus à ce qui se passe sur Terre, et un petit peu moins à ce qui se passe dans le ciel, parce que je suis vraiment inquiet à l'idée que d'ici, par exemple, on va dire une centaine d'années, ce soit plus possible de continuer à s'émerveiller comme ça du ciel, et à essayer de comprendre l'univers dans lequel on vit, comme on le fait maintenant depuis quelques siècles. Et à tel point que si vous posez la question à des scientifiques qui s'intéressent aux écosystèmes ou au système climatique, ils vous diront ça va vraiment très mal. Hein. J'ai lu des centaines d'articles sur ces sujets. J'essaie de synthétiser tout ça. Et juste pour vous donner une idée de l'état d'esprit des gens qui s'intéressent au climat, ça ne vaut pas valeur d'articles scientifiques, c'est juste un sondage, mais il y a quand même 9/10 d'entre eux qui pensent qu'on est en train de vivre une véritable crise, en l'occurrence juste climatique, mais il y a tout un tas d'autres problèmes, et qu'eux-mêmes verront de leur vivant des impacts catastrophiques du dérèglement climatique, 4/5 d'entre eux, ce qui conduit la plupart d'entre eux à vivre des sentiments d'anxiété. Donc s'il y a des gens parmi vous qui souffrent d'éco-anxiété, soyez rassurés, vous n'êtes pas tout seul. Moi j'en souffre, et plus on est au courant, je pense, plus il est normal qu'on éprouve ce genre de sentiments. Et je ne vous dis pas ça pour vous inquiéter, je vous dis ça pour vous dire il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici et pas juste se contenter, entre guillemets, de rêver à continuer d'explorer l'univers et puis coloniser Mars, etc. À titre personnel, je ne pense pas qu'on va jamais aller coloniser Mars. Ça me paraît être une façon d'essayer de s'échapper à des choses qui nous paraissent anxiogènes ici-bas. Quand vous voyez à quel point on a du mal à déjà rester, je ne sais pas moi, en permanence dans une base au niveau du pôle sud, où il y a de l'air, où il y a de l'eau, aller sur une planète où il y a de l'eau sous forme solide, certes, mais il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien, et c'est très loin, ça me paraît vraiment pas très sérieux, en fait. Et donc, moi, le dernier message que je veux faire passer ici, c'est si on veut continuer vraiment à en apprendre autant sur l'univers, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux ce qui se passe sur Terre. À titre personnel, je préférerais vraiment être dans mon laboratoire, faire mes calculs, mais étant donné ce que je sais aujourd'hui, je suis persuadé par exemple qu'en tant que scientifique, l'une de mes responsabilités, ça serait irresponsable de ma part de ne pas vous parler de ça. Parce que je vous laisserais croire que, ah ouais, ça va, en 2060, on aura des nouveaux détecteurs et tout va bien. Mais moi, je ne suis pas persuadé qu'en 2060, on aura des nouveaux détecteurs. On aura peut-être d'autres priorités. Et donc, avec plein d'autres collègues, j'essaie de faire passer ce type de message de plein de façons différentes, avec des cours ou avec des actions de désobéissance civile. Et à titre personnel, je pense que c'est vraiment, et en particulier si vous êtes jeune,
vous devriez vous intéresser beaucoup à ces questions-là. Et pas juste à l'astronomie. J'imagine que vous ne vous intéressez pas que à l'astronomie, mais en tout cas, je vais terminer sur ce point. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les ondes gravitationnelles, je vous ai mis ici une petite liste de bouquins sur le sujet. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. C'est passionnant, voilà. Et j'ai bien noté, moi, votre conclusion, votre message à la fin. Il y a peut-être des questions Monsieur, vous souhaitez poser une question? Est-ce que pour homologuer une onde gravitationnelle, il faut plusieurs détections d'oligos différents? Alors effectivement, si vous avez un seul détecteur qui va voir le signal, c'est pas terrible. Et on s'efforce généralement d'avoir toujours au moins un détecteur qui sont en fonctionnement en même temps. Et idéalement, il faut que oui, effectivement, les détecteurs puissent voir le même signal. Ou alors que l'un voit un signal, l'autre ne le voit pas, mais le fait qu'il ne le voit pas nous renseigne sur la direction du signal. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a le niveau de sensibilité tel que si le signal était parvenu de la même façon dans les deux détecteurs, eh bien le second l'aurait vu également. Donc s'il ne le voit pas, ça veut dire ah ben en fait peut-être le signal il vient de là et pas de là. Mais effectivement les signaux qu'on homologue entre guillemets sont typiquement détectés par plusieurs détecteurs en même temps. Pouvez-vous nous dire si vous avez une idée du lieu où sera installé le IE, je crois Le Einstein Telescope? Oui. Alors il me semble que c'est encore débattu. Il y avait deux possibilités, c'est la Sardaigne ou les Pays-Bas. Et je ne crois pas que ce soit encore, la décision n'est pas encore arrêtée. C'est en France. Mais c'est des questions qui sont tout à fait d'actualité. Ouais. On cherche des lieux qui sont d'un point de vue sismique extrêmement calmes. Parce que les bruits sismiques sont une des sources donc, de bruit qui nous empêchent typiquement de faire qui viennent perturber les mesures en fait. Donc on cherche des endroits qui sont particulièrement calmes d'un point de vue sismique. Typiquement on n'irait pas installer ça au niveau de l'Etna. D'autres questions? Oui. Oui, merci. J'ai eu l'impression sur votre présentation que la durée du signal de l'onde gravitationnelle est très faible, quelques millièmes de secondes. C'est-à-dire qu'il s'arrête quand les deux trous noirs se fusionnent, mais sur l'échelle de temps, ça a l'air très très court. Quelle est la durée environ? Alors sur le signal sur lequel j'ai passé un peu de temps, la première détection, la durée caractéristique c'était quelques dixièmes de secondes. Quelques dizaines de secondes. Pour des trous noirs de quelques dizaines de masses solaires. Pour le signal de la première détection d'un système binaire d'étoiles à neutrons, où on parle d'astres dont la masse caractéristique c'est 1,5 fois la masse du Soleil, et pas ici 30 fois la masse du Soleil, le signal dure beaucoup plus longtemps. En fait, on l'observe pendant typiquement 1 minute ou 2. D'accord, merci. Donc en fonction de la masse du système, on est capable de voir l'évolution du signal pendant plus ou moins longtemps, parce que la fréquence aussi du signal va être différente et va varier dans le temps de manière différente, ce qui permet justement de distinguer différentes sources. La structure du signal est différente, ça nous permet de remonter aux propriétés de la source. Je sais pas si c'est clair. Mais je ne comprends pas bien, parce que c'est lié au mouvement entre les deux trous noirs. Ça veut dire que ce phénomène dure quelques dixièmes de secondes. Alors je vois où effectivement ça peut être confusant ce que j'ai dit. En réalité, si on prend le système binaire de deux trous noirs de 30 masses solaires, c'est pas que les ondes sont émises que pendant quelques dixièmes de secondes, c'est que nos détecteurs nous permettent d'observer les oscillations que pendant quelques dizaines de secondes, c'est-à-dire typiquement juste quelques orbites avant qu'ils fusionnent pour ce système-là. Tout simplement parce que pour les orbites précédentes, où des ondes étaient aussi émises, la fréquence de l'onde était trop faible pour que le détecteur puisse le capter. Le détecteur, il a on appelle ça une bande de sensibilité,
C'est-à-dire pour des fréquences qui sont inférieures, on va dire, à une dizaine de hertz, il y a trop de bruit sismique, on ne voit rien. Et au-delà de quelques kilohertz, il y a d'autres sources de bruit qui font qu'on ne voit rien non plus. Donc entre 10 ou 20 hertz et quelques kilohertz, là on est sensible. Et donc le signal, quand les trous noirs étaient très éloignés, il existait déjà, mais il correspondait à une fréquence trop faible pour être capté par les détecteurs terrestres. J'avais deux questions. Déjà sur les détecteurs, on parle systématiquement effectivement de léger déplacement de la source lumineuse par rapport au miroir, et on parle d'espace-temps. Qu'est-ce qu'il en est du temps? Est-ce que on n'en parle pas parce que c'est compliqué? Et l'autre question, c'était effectivement cette histoire de rotation des trous noirs. Si j'ai bien compris les courbes, on parle donc quand même de deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre en des fractions de l'ordre de moins d'un dixième de seconde, enfin, qui font des orbites l'une par rapport à l'autre en moins d'une dizaine de secondes, alors qu'ils font quand même leurs centaines de diamètres de rayons. Centaines de kilomètres. Ouais. Je vais commencer par la deuxième, c'est plus facile. Effectivement, on a vu tout à l'heure, je n'ai pas insisté, que à un moment donné, la fréquence du signal est de l'ordre de quelques dizaines ou quelques centaines de hertz. Donc ça veut dire que, si on prend par exemple une fréquence de 200 hertz pour l'onde gravitationnelle, ça veut dire 200 oscillations par seconde. La fréquence de l'onde gravitationnelle, c'est grosso modo 2 fois la fréquence de l'orbite. Donc ça veut dire que la fréquence orbitale, c'est 100 tours par seconde. Donc effectivement, vous avez deux objets dont la taille caractéristique est à centaines de kilomètres, dans lequel est condensée 100 fois la masse du Soleil, qui tournent l'un autour de l'autre, juste avant de fusionner 100 fois par seconde. Et si vous faites le calcul, vous voyez que c'est peut-être la moitié ou un tiers de la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, c'est plus subtil. Effectivement, quand on essaie d'analyser l'effet physique du passage d'une onde gravitationnelle sur un système matériel, c'est assez subtil. Donc je ne vais pas insister trop là-dessus. Il y a plusieurs descriptions possibles. Ce qu'il vous faut faire, c'est typiquement introduire ce qu'on appelle un système de coordonnées qui va être associé à votre détecteur. Vous allez avoir une horloge, peut-être qui va être associée à un miroir, et puis une autre qui est associée à un autre miroir. Vous allez échanger des faisceaux lumineux. Enfin, vous pouvez comme ça, disons, essayer de relier le phénomène physique et le passage de l'onde gravitationnelle avec quelque chose de procédural qui est qu'est-ce que vous mesurez et comment vous le mesurez. Et si vous faites ça dans le détail bien comme il faut, mais bon, c'est un peu subtil, vous pouvez, une façon de voir les choses, c'est effectivement que le passage de l'onde gravitationnelle va avoir pour effet d'induire une variation relative de longueur dans les deux directions perpendiculaires à la direction de propagation, sans avoir à mentionner la dimension temporelle autrement que l'amplitude de l'onde dépend du temps, et donc l'amplitude de l'effet va varier avec le temps. C'est d'un point de vue physique, intuitif, peut-être le plus simple. Mais il y a d'autres façons de caractériser le phénomène physique qui feraient peut-être plus intervenir la dimension temporelle. Oui. Vous avez parlé de l'ISA, le projet de détecteur dans l'espace extraordinaire. Est-ce que c'est pour éliminer au maximum le bruit? Est-ce qu'il peut y en avoir dans l'espace, déjà? Et puis, je me dis, mais comment ça sera possible? Puisqu'il faut des mesures extraordinairement fines. Comment est-ce que ces trois détecteurs dans l'espace éloignés de des distances énormes vont rester très précisément stables? Voilà, okay. J'ai du mal à concevoir techniquement même comment c'est possible. Oui, bien sûr, c'est des questions naturelles. Il y a le premier point, effectivement, c'est qu'en allant dans l'espace, on va s'affranchir d'un certain nombre de sources de bruit terrestres, comme le bruit sismique. Mais chaque fois qu'on fait une mesure en physique, il y aura toujours à un moment donné quelque chose qui va venir nous limiter. Donc il y a d'autres sources de bruit. Par exemple, il y a une source de bruit dans le cas de l'ISA qu'on appelle le shot noise, qui est lié au fait que quand on échange les faisceaux laser, là, on n'a pas des miroirs qui vont se les réfléchir, parce que sinon on ne va pas faire un seul aller-retour. Grosso modo, on va capter juste quelques photons à chaque fois quand il y a un faisceau laser qui envoie la lumière, et puis on va recevoir à l'autre bout, et puis ensuite on va réémettre, et on s'assure de faire tout ça de manière intelligente.
mais ça va être une source de bruit, par exemple. Sur la question de comment on fait pour suivre le mouvement de ces satellites et des choses comme ça, l'idée, en fait, c'est que dans chacun de ces satellites, vous avez ce qu'on appelle une masse d'épreuves qui va suivre un mouvement purement gravitationnel, un mouvement inertiel, un mouvement non accéléré. Par exemple, ces masses, c'est crucial qu'elles ne subissent pas la pression associée au vent solaire. Par contre, le satellite, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la masse qui est au centre, et puis on a le satellite qui protège la masse, qui lui est affecté, et puis on a des petits micro-fusées, là, thrusters, qui vont venir compenser en fait, les forces extérieures non gravitationnelles, de façon à ce que le mouvement de la masse qui est au centre soit purement inertiel, purement gravitationnel. Oui, c'est fabuleux. Et c'est très difficile, techniquement, mais donc les gens travaillent sur ça depuis des dizaines d'années. C'est typiquement ce qui est en train d'être construit là, par l'ESA. Et l'idée, donc, c'est que ces trois masses d'épreuves là, qui vont suivre un mouvement purement gravitationnel, inertiel, vont voir leur distance relative varier lorsque l'onde gravitationnelle va passer. Est-ce que ça clarifie? Et pour arriver sur la Terre, comment ils vont faire? On va faire les mecs. Alors ça, c'est des communications probablement avec une antenne radio, comme on fait à chaque fois avec des sondes spatiales, j'imagine. Je ne sais pas précisément si c'est radio ou micro-ondes ou quoi aux caisses, mais il y a toujours des antennes qui nous permettent d'envoyer des signaux aux sondes et puis de recevoir les données. Il n'y a pas énormément de données là, parce qu'en fait les fréquences caractéristiques des ondes qui vont nous intéresser sont relativement basses. Donc c'est pas des quantités de données faramineuses comme on a de plus en plus dans beaucoup d'expériences de physique aujourd'hui. J'ai une question d'analogie. Lorsque l'on est en lumière visible, on voit nettement la déviation de cette lumière par des trous noirs, par exemple, lorsque on passe devant une masse importante. C'est complètement attesté maintenant. Est-ce que les ondes gravitationnelles sont soumises à ce genre d'effet de réflexion? Ok, donc on peut même étendre un peu la question. Est-ce que les ondes gravitationnelles, comme d'autres phénomènes ondulatoires, vont être soumis à de la réfraction, de la diffusion, de l'absorption, etc. En théorie, oui, mais on peut effectivement voir faire les calculs, voir les sections efficaces d'interaction, des choses comme ça. Dans la pratique, c'est assez négligeable en fait. C'est-à-dire que les ondes gravitationnelles interagissent très peu avec la matière. Donc elles sont typiquement beaucoup moins diffusées que des photons, ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que ça veut dire que le signal que vous allez capter, il vous parvient essentiellement intact, tel qu'il a été émis au moment où il a été généré par la source. Et c'est une malédiction parce que si cette onde gravitationnelle interagit très peu avec tous les milieux interstellaires entre la source et vous, il va interagir très peu aussi avec la matière de votre détecteur. Et c'est précisément pour ça que c'est un défi technologique majeur de parvenir à mesurer cet effet extrêmement ténu. Mais conceptuellement, oui, il y a des phénomènes physiques similaires à ce qu'on a pour d'autres types. Alors, une dernière. Vous avez parlé des différentes formes de trous noirs. Est-ce qu'il y a des différences vraiment notables ou c'est à la marge au niveau de la forme des trous noirs? Vous parlez de la forme des trous noirs eux-mêmes ou de la forme de l'onde générée par des couples de trous noirs? Dans la forme des trous noirs eux-mêmes, ce que j'ai cru comprendre. Ok, donc d'après la théorie de la relativité générale, qui nous dit qu'il y a des solutions aux équations de la gravitation qui correspondent donc à des trous noirs, d'après cette théorie, si vous connaissez la masse et le spin, moment angulaire du trou noir, vous pouvez calculer toutes les propriétés, y compris ce qu'on appelle les moments multipolaires du trou noir, qui vont caractériser la forme. Et de ce point de vue, deux trous noirs qui ont même masse et même spin ont exactement les mêmes moments multipolaires. Maintenant, si vous changez la masse et le spin, vous allez changer les moments multipolaires. Et l'idée, c'est que quand vous allez mesurer un signal d'onde gravitationnelle avec LISA qui a été généré par un petit corps en orbite autour d'un trou noir supermassif, vous avez encodé là-dedans des informations sur la masse du petit corps, mais aussi la masse du trou noir supermassif, son spin,
et peut-être aussi ces autres moments multipolaires. Et vous pouvez vérifier que les moments d'ordre élevé, le moment quadrupolaire, le moment octupolaire, etc., ont bel et bien les valeurs qui correspondent pour un trou noir dont la masse et le spin est donné par ce que vous avez par ailleurs extrait des données. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Donc en fait, ça vous permet de faire un test de cohérence. Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de variété entre des trous noirs. Deux trous noirs qui ont même masse et même spin sont physiquement totalement différents. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que ce sont des objets macroscopiques. Merci beaucoup. S'il peut y avoir des questions supplémentaires. Donc des questions supplémentaires, éventuellement, il peut y avoir des discussions qui peuvent se tenir dans le hall, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, moi je vous remercie infiniment. Probablement notre association organisera une conférence également l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates, avec un thème, s'il est confirmé, qui pourrait porter sur l'exobiologie. Voilà. Je vous remercie aussi d'être venus. J'espère que vous avez bien profité de cette soirée.